Donc, lorsque Hassan m'a contacté pour la problématique de l'ictère, donc c'était un problème, un grand problème au Maroc. C'est pour cela donc on a choisi de voir les modalités thérapeutiques de l'ictère à Bellerive libre. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un retard de prise en charge. Toujours, donc il y a certains secteurs où il n'y a pas de photothérapie, malheureusement, même dans le secteur libéral, alors qu'il y a des accouchements, il y a des nouveau-nés qui sont nés. Il y a des nouveau-nés qui sont nés dans certaines structures, même en privé, donc il n'y a pas de... Le minimum, le basique, c'est la photothérapie. Bien sûr, les indications, c'est en fonction de l'âge gestationnel et en fonction du poids parfois et en fonction de certaines courbes qui sont établies par l'American Academy Pédiatrique, c'était en 2004. Mais il y a des courbes qui sont récentes, qui sont publiées donc, par l'équipe japonaise en 2009 pour les nouveau-nés prématurés. Donc il n'y a pas de consensus international, mais donc, il y a des guidelines qui sont basées sur des expériences qui sont individualisées. D'abord, pour comprendre pourquoi on a parfois la divergence de prendre en charge les enfants ictériques, même au Maroc, parce que chacun, ou il a été formé au Maroc, à l'étranger, ou bien en fonction de la formation continue qu'il a subie. Les trois modalités de la prise en charge, vous les connaissez, donc je ne vais pas les détailler. L'exsanguino, il y a donc la photothérapie, il y a parfois donc la perfusion d'albumine ou bien la perfusion des immunoglobulines qu'on va voir en détail. La problématique au Maroc. Première problématique d'abord, il n'y a pas de dépistage précoce. Même si on a des facteurs de risque, on va voir en détail, il n'y a pas de dépistage précoce. Et ça pousse à voir des enfants ictériques avec atteinte neurologique. Et toujours c'est fréquent. Malheureusement, on voit ça toujours au niveau du CHU. La morbidité et la mortalité sont fréquentes, même à l'échelle internationale. On n'a pas de consensus. Nous attendons toujours la Société marocaine de pédiatrie pour faire sortir les consensus de la prise en charge. Pas de disponibilité de l'appareil de photothérapie. Donc, j'ai discuté avec un ami, le docteur Khorpouli, aujourd'hui. Donc, c'est vrai, à Safi, il y a certaines cliniques où il y a la photothérapie, Marrakech, il y a certaines cliniques où il n'y a pas de photothérapie intensive. Il n'y a que la photothérapie conventionnelle. Et même au niveau public, j'ai déjà fait donc la visite de certaines structures, il n'y a pas de photothérapie conventionnelle dans certaines hôpitaux provinciaux. Donc ça pose toujours la problématique de prise en charge. Le quatrième problème, c'est la régulation des transferts. Le nouveau-né, le plus souvent, il vient tardivement. Parfois, il vient le soir. Il est aux urgences. Il n'y a pas de place dans un centre niveau 3. Et si le système il est atteint, donc il est atteint une fois pour toutes. Quels sont les facteurs de risque donc, de l'hyperbilirubinémie néonatale? Il y a certains facteurs qui sont génétiques, il y a des affections maternelles. Et il y a bien sûr tout ce qui est facteur néonatal et périnatal. Pour tout ce qui est maternel, donc la prématurité, donc l'incompatibilité dans le système Rhésus, mais il y a aussi les nouveau-nés de mère diabétique. Pour les facteurs périnatales, la modalité de la naissance, c'est les nouveau-nés nés par voie basse avec parfois instrumentation, utilisation de forceps, donc ils ont un risque élevé donc, de développer l'ictère, ça vous le savez. En cas d'asphyxie périnatale, ça majore aussi donc, le risque de hyperbilirubinémie néonatale. Pourquoi on insiste sur ça? Parce que ce sont des nouveau-nés qui ont des facteurs de risque. Et s'ils ont des facteurs de risque, ça veut dire que le pédiatre, avant la sortie, il doit les examiner donc 48 heures après. Dans certaines cliniques, il reste 48 heures. Mais à l'hôpital, il ne reste que 24 heures, il doit sortir. Et donc vous voyez donc, la difficulté, même si on détecte ces nouveau-nés qui ont un risque, le risque majeur, c'est quand on va les détecter après, c'est au moment de la vaccination, malheureusement, c'est après le 7e jour. Ça veut dire que déjà, donc, l'ictère, s'il s'agit d'un ictère qui est nucléaire, on ne va rien récupérer. C'est pour cela que j'insiste beaucoup au Maroc sur... Donc nous devons faire un travail énorme avec la société pour donner donc,
des recommandations qui doivent être appliquées par tous les praticiens, ils doivent être unifiés. Donc je peux donner donc la présentation à tous ceux qui veulent donc après, donc pas de souci. Le diagnostic précoce, donc vous êtes mes amis pédiatres, ça l'examen premier jour, deuxième jour, au minimum troisième jour, bien sûr, et il faut utiliser le Belicheck. Il est disponible, il est moins cher, donc vous pouvez l'utiliser, et une fois que la valeur est supérieure à 150 microgrammes, donc à ce moment-là, on peut donner donc la billie sanguine pour chiffrer exactement donc le chiffre de la bilirubine. Pardon. Mais c'est tout donc assuré. J'insiste beaucoup sur assurer donc pardon. Assurer le donc il faut assurer surtout donc le suivi après H48. Ça c'est très important. Si vous n'avez pas donc le Belicheck, donc vous dans la clinique ou bien dans la maternité, donc il y a le tableau de le score de Kramer, donc c'est un score qui donne donc l'intensivité de l'ictère en fonction donc de l'atteinte cutanée. Donc l'évolution c'est toujours crânio-caudale. Et si vous avez donc les mains et les pieds, vous voyez, ça marche pas, il y a un problème ici. Donc, si vous avez l'atteinte des mains et des pieds, C5, ça veut dire que c'est un ictère qui est très intense, ça veut dire qu'il faut faire le bilan en urgence. Et s'il y a donc une indication donc, à la photothérapie, il faut la démarrer. Bien sûr, s'il s'agit d'un ictère à bilirubine libre. Quels sont donc les nouveaux-nés qui peuvent donc poser un problème de risque d'atteinte neurologique? Pourquoi on présente, on discute? Parce que pour nous, donc, la problématique, c'est l'atteinte neurologique, l'atteinte neurosensorielle, le neurodéveloppement. Si vous avez un processus hémolytique qui soit d'ordre génétique, donc il y a un grand risque d'atteinte neurologique. Si vous avez des signes à l'examen clinique avec un cri qui est aigu, avec un refus donc, de téter, avec une instabilité thermique, avec une hypoxie, il y a un grand risque donc, d'atteinte neurologique. Et bien sûr, si vous avez des nouveau-nés qui sont hypotrophes, et de nouveau-nés qui sont prématurés. Donc l'urgence thérapeutique, si vous avez ça, il faut faire en urgence donc, un bilan sanguin. Et bien sûr, s'il s'agit de la bilirubine libre dans les premières 24 heures, 48 heures, il faut démarrer la photothérapie en attendant les résultats, systématiquement. Pourquoi? Parce que ça peut quand même diminuer le risque diminuer le recours à l'exsanguinotransfusion. Il y a aussi le score neurologique, le BAND, qui est un score neurologique qui témoigne de l'atteinte neurologique secondaire à la bilirubine. C'est un score qui est basé sur 3 paramètres, la conscience, le tonus et les craies. Et donc il est de 0 à 3. Et s'il est supérieur à 4, ça veut dire qu'il y a une atteinte neurologique qui est très très importante. Comment on peut prévenir donc, le risque majeur de l'atteinte neurologique? Bien sûr, il faut faire un diagnostic précoce. Mais aussi, il faut... Malheureusement, le pointeur, ça ne marche pas. Pour les nouveau-nés qui sont moins de 35 semaines, il faut donc les adresser rapidement dans un centre où nous pouvons le prendre en charge. Il ne faut pas tarder parce que le risque il est très très majeur. Bien sûr, il faut privilégier l'allaitement maternel. Il faut rapidement donc, démarrer la photothérapie pour les enfants qui ont donc, un ictère hémolytique. Donc tout ça, vous pouvez le voir en détail, mais ce sont des choses qui sont très très intéressantes, qui peuvent prévenir la neuropathie secondaire à l'atteinte par la bilirubine. Le traitement, c'est en fonction bien sûr des courbes, en fonction de l'âge gestationnel, mais en fonction aussi du taux et l'âge postnatal. Mais il est aussi en fonction des risques majeurs d'atteinte neurologique. On va voir ça, tout ça en détail.
Et il y a aussi, ce qui est très important, c'est la bilirubine totale. Et ce n'est pas la bilirubine libre, les indications. En micro, sur les courbes, c'est la bilirubine totale. Donc nous devons tenir compte de chiffres total. On peut utiliser donc soit la photothérapie, donc les moyens thérapeutiques, la photothérapie, soit le tunnel, soit donc conventionnel. Maintenant, et donc, il y a les LED avec des matelas LED qu'on peut utiliser, qui sont disponibles au Maroc. La base théorique de l'efficacité de la photothérapie, bien sûr, le spectre lumineux doit être entre 460 et 480 nanomètres, et surtout donc pour l'intensité lumineuse, c'est 35 microwatts par centimètre carré par nanomètre. Pour vous dire donc l'apport de la photothérapie intensive en tunnel par rapport à la conventionnelle, et bien sûr la durée de l'exposition. Les courbes, c'est les premières courbes qui ont été publiées par la Société américaine de pédiatrie, donc date de 2004. Ils n'ont pas tenu compte des nouveau-nés moins de 35 semaines. C'est en 2012 qu'il y a donc les nouvelles courbes, donc pour les nouveau-nés moins de 35 semaines par an. Ça, bien sûr, vous voyez, c'est en fonction l'indication de la photothérapie intensive, c'est en fonction avec conditions à risque, on a déjà cité. Si on a des conditions à risque, ça veut dire que c'est avec des taux qui sont, si je prends 100, donc là, pour ce nouveau-né à H12, il a l'indication de la photothérapie. Mais pour celui-là, donc, il n'a pas d'indication. Qui a le même âge gestationnel, il n'a pas d'indication. Donc, vous pouvez donc garder les courbes. Donc, je peux vous transmettre toute la présentation, je n'ai pas de problème. Il y a les courbes, donc, après 2000, qui ont été publiées en 2012 par l'Académie américaine de pédiatrie. Et donc, vous voyez que ça a moins de 35 jusqu'à 28 semaines. Donc, c'est en fonction de l'indication de la photothérapie. Ici, l'indication de l'exsanguinotransfusion. Et c'est toujours donc la bilirubine totale. Il y a donc les courbes de la Société norvégienne de pédiatrie. Et ça, c'est la question pour répondre à certains amis. Donc, au-delà de 7 jours, parce qu'on dit que moins de 7 jours, mais à condition qu'il soit un nouveau-né qui est mature et qui n'a pas de facteur de risque. Au-delà de 7 jours, donc il n'y a pas de consensus à l'échelle internationale, et on peut utiliser parfois les courbes norvégiennes, vous voyez, ils peuvent aller jusqu'à 10 jours. Pour donc, quel que soit donc, le poids, plus de 2,5 kg, et si vous avez un nouveau-né qui est moins de 1 kg. Ce sont les courbes des Japonais publiées en 2008. C'est en fonction toujours des indications de la photothérapie et de l'exsanguino en fonction du poids. Vous voyez ici, il insiste surtout sur le poids. Ce n'est pas l'âge gestationnel. Plus de 2,5 kg, moins de 1 kg. Donc l'exsanguinotransfusion, donc les échanges, je ne vais pas détailler, vous connaissez donc les techniques. Les courbes donc japonais. L'albumine, il est disponible donc au Maroc. Vous pouvez l'utiliser si vous avez des taux qui sont élevés. Pourquoi? Parce que ça va diminuer quand même le recours à l'exsanguinotransfusion si elle est associée précocement avec la photothérapie intensive. Donc il y a les indications. Pour les immunoglobulines, donc ils sont surtout indiqués en cas d'immunisation dans le système Rhesus ou bien dans le système ABO. Je reviens toujours les facteurs de risque que nous devons connaître. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ça que nous devons interpréter les taux et en fonction de l'âge gestationnel. Les indications. Si vous avez donc une indication formelle de l'exsanguinotransfusion, nous devons commencer par 4 étapes. La première étape, c'est d'abord photothérapie intensive. On commence précocement. Et puis, il faut préparer le recours parce que vous devez contacter le centre de transfusion. Est-ce qu'il y a le sang? Est-ce qu'il n'y a pas le sang? Il faut préparer aussi donc, le cordon ombilical parce que donc, si on va faire l'exsanguino, c'est à travers donc, une veine ombilicale, donc une veine centrale, etc. Il faut bien sûr checker tout ça, donc documenter. Et il faut contacter, bien sûr, et anticiper sur les 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est en fonction donc, de taux et de la progression de la bilirubine après la photothérapie.
tout en sachant qu'il faut faire un contrôle après H4, H6, et vous voyez que toujours photothérapie plus albumine. S'il n'y a pas d'indication, sans indication formelle, on commence toujours par les 4 étapes, et puis donc un nouveau-né qu'on reçoit avant H24. S'il s'agit d'une incompatibilité photomaternelle confirmée, on commence les immunoglobulines et puis on associe l'albumine, puis la photothérapie. Je ne vais pas détailler tout ça, mais après H24, si un enfant qui est naïf de tout traitement, il faut contrôler de l'habilité sanguine totale. Si les stabilisations, on va poursuivre la photothérapie et on fait un contrôle à H12. S'il y a une progression, bien sûr, parfois donc on va, c'est le recours à l'exsanguinotransfusion. S'il s'agit d'une immunisation, donc on va donner donc les immunoglobulines. Donc, je ne peux pas détailler tous les, mais je vais vous donner donc toute la présentation. S'il s'agit d'un nouveau-né qu'on reçoit avant H36, il n'y a pas d'indication de l'exsanguinotransfusion. Photothérapie intensive continue, et puis on fait le contrôle après H6. S'il n'y a pas de photothérapie disponible aux perfusions d'albumine, donc il faut le transférer dans un centre là où il y a la photothérapie intensive. Bien sûr, on a dit que les immunoglobulines sont indiquées s'il s'agit d'une immunisation dans le système APO Rhésus, et on fait toujours un contrôle après H6, donc bile sanguine totale, et puis donc à la fin de la perfusion et après H6. S'il augmente de 60, c'est l'exsanguinotransfusion. S'il se stabilise, donc on va faire un contrôle à H12. Pour l'indication d'un nouveau-né qu'on reçoit après H36. Donc vous voyez, c'est H36, H24, donc un jour et demi, moins de 48 heures. J'ai mis ça, donc un cercle. Si la photothérapie débutée n'est pas la photothérapie intensive, il faut démarrer la photothérapie intensive. Donc on est dans le même raisonnement. On fait la photothérapie intensive. Et puis il faut faire le contrôle après 6 heures de photothérapie intensive. Maintenant, il y a tout ce qui est récent. Est-ce qu'il y a un risque de tumeur après donc, la photothérapie? Oui, donc il y a certaines études, mais il n'y a pas de confirmation. Il n'y a pas donc de causalité directe. Il y a un grand travail qui a été fait par les Canadiens. Donc, et les mécanismes qui ont été mis en considération, le risque cancéreux en long terme avec atteinte de l'ADN et les réactions de l'oxygène et les cytokines pro-inflammatoires. C'est un article qui a été publié donc récemment. 786 000 nouveau-nés nés au Québec entre 2006 et 2016 et qui ont été exposés à la photothérapie. Et qui avaient donc un nectaire. Il y a ceux qui ont été mis sous photothérapie et ceux qui n'ont pas été mis sous photothérapie. Pour ceux qui ont été mis sous photothérapie, donc il y a à peu près 4% qui ont développé un cancer, versus donc 11%. Mais l'incidence de cancer était élevée chez les nouveau-nés ayant reçu la photothérapie, 25 sur 100 000 versus 23 sur 100 000. On va voir donc le tableau, vous voyez. Photothérapie versus nouveau-né n'est pas mis sous photothérapie. Tout cancer confondu. Et puis, on voit que dans l'atteinte des tumeurs nerveuses, système nerveux, donc 17 plus 15,2. Pour les tumeurs solides, donc il n'y a pas de différence qui est significative. Mais ce sont des hypothèses qui ont été émises. Mais ça ne doit pas donc nous décourager de le recours à la photothérapie. La prise en charge à long terme, vous savez, donc il y a des atteintes neurosensorielles qu'il faut détecter. Il y a même donc la relation entre l'ictère et l'autisme, l'épilepsie. On connaît donc il y a le spectre auditif qu'il faut donc faire systématiquement. Donc l'auto-émission avant la sortie du service. Donc systématiquement, il est disponible. Il y a des appareils qui sont disponibles que le pédiatre peut les manipuler. Et même il y a dans certaines structures que ce sont les sages-femmes qui peuvent, mais en Europe, c'est pas au Maroc, qui peuvent faire donc l'auto-émission. Donc c'est facile à le faire. Nous, donc, on a une expérience à Marrakech avec le service de ORL. Il y a des nouveau-nés qui ont été détectés précocement et qui ont été précocement parce que s'ils sont positifs, il faut faire donc le potentiel évoqué auditif. Et s'il est positif, donc il faut le prendre en charge précocement. Il y a des enfants qui ont été pris en charge précocement.
En conclusion, je reviens toujours au Maroc. Il faut faire le dépistage. Il faut évidemment dépister les nouveau-nés à risque. Attends, il faut les examiner avant âge 36. S'ils sortent à âge 48 heures, il faut les voir donc un jour, 2 jours après la sortie. Parfois, il faut demander un bilan, il faut confirmer, il faut démarrer. Deuxième donc, recommandation, il faut traiter précocement. Je crois que les pédiatres qui se respectent, ils doivent exiger, là où ils travaillent, au minimum un appareil de photothérapie intensive qui est maintenant moins cher par rapport auparavant et qui nous coûte des alentours entre 50 jusqu'à 100 000 dirhams. C'est rien par rapport à une atteinte neurologique qui est irrécupérable, à une atteinte auditive qui peut être irrécupérable. Merci, Monsieur le Président.